Allez, c'est parti. Bien aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo. On va échanger avec quelqu'un dont je suis la chaîne depuis maintenant même plusieurs années. Et je suis vraiment content de te recevoir, Ulysse, du coup, Merci. qui détient la chaîne Data from Scratch, qui a déjà plus de 90, presque 90 vidéos, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça marche assez fort. Et voilà, bon, pour les gens qui suivent un petit peu ma chaîne, les gens savent peut-être que j'ai un background un petit peu de data. Alors pas comme toi, pas de data scientist, data engineer, mais plus côté infrastructure, on va dire. Et du coup, ça fait on a discuté plusieurs fois. Et on s'est dit, tiens, ça serait bien de faire quand même un petit échange. Parce que autant que dans la vie pro, on a tendance à échanger avec d'autres comment on va dire d'autres profils, autant que sur les chaînes YouTube, il n'y a pas trop de crossover ou de choses comme ça pour se croiser. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu veux nous dire deux mots du coup pour te présenter un petit peu, Ulysse, s'il te plaît ? Donc Ulysse, lead data engineer, créateur de contenu, formateur. Puis moi, ce que j'aime, c'est vulgariser les choses en fait, prendre des choses assez complexes et rendre entre guillemets accessibles. Puis je fais ça sur YouTube, je fais ça sur LinkedIn. J'ai aussi un programme d'accompagnement où j'aide les gens en fait à vraiment comprendre et être meilleur en data engineer ou en data engineering en règle générale. Puis c'est ça. Et voilà, je le fais à ma petite échelle sur YouTube parce que j'aime ça, tout simplement. Puis j'habite au Canada, à Montréal. Ah, c'est cool ça, c'est cool. Du coup, on croise plein de choses là, du coup. C'est ça. Puis merci Xavier de m'inviter. Merci parce que moi aussi je te suis depuis pas mal d'années, donc ouais. Ouais, ça me fait vraiment plaisir, parce que j'ai vu vraiment beaucoup de vidéos de ta part et je trouve ça vraiment sympa. Alors aujourd'hui, on va faire un sujet qui est assez cool en plus, qui est méga transverse. On aurait pu inviter d'autres potes, collègues, d'autres profils aussi. Hein. Ouais. On va parler d'open source. Hein. C'est l'idée aujourd'hui. On va essayer de couvrir pas mal de sujets sur l'open source, les liens avec la carrière un petit peu, en tout cas nos points de vue. Hein. L'idée c'est de confronter, confronter. Le terme est un peu mauvais, mais en tout cas d'essayer de donner des points de vue qui viennent pas forcément du même profil, mais je pense qu'ils doivent se recouper plutôt pas mal en fait. Ouais. Et en plus t'es quelqu'un qui a pas mal d'expérience, donc ça va nous permettre aussi de grandir aussi et de récupérer pas mal de connaissances au passage. Donc je te remercie pour ça aussi également. Merci. Et n'hésitez pas à aller sur la chaîne Data from Scratch si vous connaissez pas encore et à vous abonner dessus. C'est vraiment un très bon moyen pour encourager les youtubeurs. Et de pas oublier de liker et commenter les vidéos toujours, mais il faut le faire. On a tendance à le dire, mais en fait c'est vrai que des fois on peut être déçu. Alors du coup on va se faire un jeu de questions et on va se les poser un peu mutuellement. Hein, c'est plutôt sympa, je pense à mon avis. N'hésitez pas parce qu'on fera certainement d'autres vidéos par la suite, donc à mettre en commentaire de cette vidéo éventuellement de futures questions, de sujets en lien avec la data, mais pas forcément au niveau carrière, etc. Et on se fera certainement un peu des choses croisées comme ça. Si vous avez des questions à nous poser, c'est l'occasion de le faire. Et les poser à Ulysse ou à moi et à nous deux, en tout cas. Voilà. On va commencer avec première question. Question. Est-ce que tu aimes l'open source ? Franchement, je suis grand fan de l'open source déjà parce que en data, c'est quand même assez transversal. Historiquement, sur les technologies plus on-premise, on était sur du Hadoop. Hadoop, c'est open source. Puis il y a pas mal de technologies maintenant que les data engineers, data scientists utilisent, qui sont open source, que ce soit des librairies comme Spark ou Pandas, ou même des systèmes entiers comme Airflow, Apache Airflow. Et honnêtement, c'est quand même vraiment une colonne vraiment très importante, comme vertébrale très importante en data. Je sais pas ce qu'il en est pour toi.
Alors pour moi, oui, c'est. Alors je suis fan d'open source également. Après, j'ai une vision croisée un petit peu quoi. Alors je vais pas dire c'est antagoniste, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que j'aime l'open source, mais en même temps, ce que j'aime, c'est quelque chose surtout d'un point de vue carrière. Par exemple, ce que je fais pour la chaîne, c'est avant toute chose, c'est d'aider les gens dans leur carrière, ou en tout cas essayer d'aider les gens dans leur carrière et de faire ce qu'il faut pour faire le taf. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, bon, pas forcément par plaisir, mais de travailler sur du DNS Windows ou des choses comme ça. Mm. J'étais pas méga fan, mais voilà, mon job me demandait de le faire et je le faisais. Et du coup, j'avais même envie. Alors, je l'ai jamais fait, mais j'avais même envie de faire éventuellement des tutos dessus. Mm. Ça m'aurait pas gêné parce que voilà, je trouve le côté open source, c'est aussi partager de la connaissance. Quoi, le partage de la connaissance est un facteur important pour moi et Ouais, déterminant. Quoi, je pense pour toi aussi. ouais, Mais ouais, mais l'open source du coup et repose sur un de ces fondements-là. Récemment, j'avais partagé des choses sur Aaron Swartz, etc. Et ouais, c'est ce qui fait battre un peu le cœur de l'open source. Et ouais, je suis fan d'open source également. ouais. Voilà. Puis, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, ce que j'aime, c'est qu'avec l'intelligence collective, on arrive à croiser, à créer quelque chose d'encore plus gros. Et puis, moi aussi, dans ma carrière, j'ai travaillé sur des outils Microsoft, surtout en début de carrière. Et bon, ça a été formateur, hein, je vais pas mentir. Mais quand même, je trouve que sur des outils purement propriétaires, on peut être limité parce que l'éditeur n'a pas forcément le temps de faire évoluer l'outil ou parce qu'il n'a pas la volonté. Voilà. Donc, ça dépend. Mais c'est vrai que je trouve que l'open source, déjà c'est cool parce que ça permet d'avoir à disposition le code, aussi de pouvoir contribuer si on veut au code et de partager, de trouver des informations sur Stack Overflow. Bon, maintenant Stack Overflow, c'est pas que c'est mort, mais avec ChatGPT, Ouais, c'est un ça peu change un peu. différent, mais ça Ouais. change un peu. Mais en tout cas, avant, genre des outils, en tout cas open source, on trouvait vraiment beaucoup d'informations dessus. Puis je pense à Airflow qui est toujours aussi très intéressant en tant que data engineer ou data scientist. Ouais, ouais, et puis bah du coup pour compléter un petit peu ce que tu dis, c'est quand même l'open source quelque part derrière, il y a quand même même si je trouve que bon par moment ça peut se disjoindre un petit peu, mais il y a un côté ça crée un environnement de communauté quoi, en fait. Ouais, Et dans cet environnement de communauté, il y a quand même parmi les valeurs qui sont intégrées quand il y a un outil qui est open source, généralement il y a une communauté qui se crée autour ouais, et il y a une envie de partager l'outil parce que ouais, sinon il ne serait pas open source hein, pour le coup. Et du coup, avec ce partage de l'outil, il y a différents modes de partage. Il y a le partage du code, ça c'est essentiel. Il y a le partage de la connaissance par la documentation, par la ouais, formation, par des talks. Il y a plein d'autres manières comme ça. Il y a des entreprises qui participent également à ces ouais, projets open source. Et je trouve que comme tu disais tout à l'heure, hein, ce qui est beau dans l'open source. D'ailleurs, j'ai une spéciale dédicace dans les plus gros projets open source, on va dire, mais pas informatique. Par exemple, le GIEC sur le climat, par exemple, c'est un des ouais, plus gros projets open source mondial, pardon, avec la communauté scientifique. Ce que je trouve qui est beau dans l'open source, c'est cette capacité à dire on est plusieurs et si on pouvait reprendre Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1, c'est pas égal, égal à 2, mais c'est égal à plus que 2. ouais, Mais non, quelque part, blague à part, ça permet de grandir collectivement et d'acquérir de la connaissance collective, ce qui est le fondement même de l'humain. Hein. L'humain, ouais, pour exactement, moi, un humain individuel tout seul dans son coin progresse beaucoup moins vite qu'en communauté. clairement, Hein. C'est ouais, ce qui a clairement, fait qu'on en est là aujourd'hui, à avancer très vite sur des sujets complexes que d'autres ouais, espèces n'ont pas pu avoir, etc. Mais ouais, ouais. yes. Effectivement, ça a la capacité de collaborer. Puis j'ai une question pour toi. Euh, est-ce que tu vois beaucoup de gens qui font souvent l'amalgame entre gratuit et open source, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait confondre? Ouais, alors c'est vrai que historique, quoi, il y a beaucoup d'amalgame en fait dans l'open source entre les niveaux de licence et puis Ouais, bah, bien sûr ce côté gratuit. Alors c'est souvent celui qui est le plus un petit peu comment on va dire un petit peu fâcheux ou quoi. C'est ce mode-là et souvent c'est un peu l'erreur du débutant et qui est un petit peu normal quelque part parce que c'est comment on va dire, c'est ce que véhicule le côté communautaire de se dire ah ouais, c'est un truc qui est libre
donc et puis qui est open source, et du coup bah c'est gratuit quoi. Et finalement bah non, pas forcément. Le côté open source, ça ouvre le code, ça permet d'être transparent, d'apporter de la transparence, de travailler en communauté, mais ça n'empêche pas qu'à côté voilà, il y a des entreprises qui font soit du support. Les modèles sont très maintenant en plus sont assez variables, assez élaborés parfois. Je trouve même des fois le monde un petit peu cruel sur ces domaines-là. On l'a vu avec HashiCorp par exemple. J'étais pas, à titre personnel, bon, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais j'ai pas trop apprécié totalement la réaction qui a été quand même relativement brutale. Pas que de la communauté strictement, mais on va dire des entreprises qui constituent la communauté, qui ont placardé un petit peu la société HashiCorp dans un coin. Et je trouve ça dommage parce que quand même ils ont apporté des briques qui étaient quand même non existantes avant, et qui ont révolutionné vraiment fondamentalement les choses. Alors certes, il y a des gens de la communauté qui ont participé, mais si on prend certains projets de HashiCorp, les principaux contributeurs de certains projets HashiCorp, bah c'est guère que les employés de chez HashiCorp, quoi. En tout cas une grosse partie, quoi. Et voilà, c'est plein de petites choses où on aimerait avoir le monde des bisounours, mais non, on ne peut pas avoir ce monde des bisounours, et il faut qu'il y ait des entreprises derrière tout ça aussi, hein, parce que voilà, c'est quelque chose qui est fondamental. Le noyau Linux, par exemple, parmi les principaux contributeurs, il y a Intel, et bien sûr que ces gens-là ont un intérêt économique à y participer. Ils le font pas juste pour enfiler des perles. Et heureusement, parce que voilà. Ça me fait penser aussi à Red Hat. Red Hat, je sais plus qui est-ce qui le gère, mais de souvenir, je crois que Red Hat c'est open source, c'est une librairie, c'est une distribution Linux. Ouais. Puis, t'as la société Red Hat, qui est derrière. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, une société Red Hat. Et pareil, avec des jeux de choses qui étaient ouvertes, qui ne sont plus ouvertes. Enfin, il y a des jeux comme ça qui sont délicats. Ce que la communauté n'apprécie pas, et ça peut quelque part se comprendre, mais derrière c'est la brutalité de la réaction qui est difficile, mais c'est le changement de comportement, quoi, en fait, vis-à-vis de la licence en elle-même et du côté open source, qui est un petit peu délicate, mais voilà, c'est un truc. Et toi, tu le vois de ton côté, du coup, côté data engineer, etc. Tu vois aussi le mélange un petit peu des deux, ou? Ouais, on a quand même, en fait, souvent en data, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'outils. Je pense que c'est pareil partout en informatique, mais souvent en data, ce qu'on veut, c'est avoir de la valeur très vite avec la donnée, et sauf que le temps de mettre une infrastructure, ça met beaucoup de temps. Donc, il y a plein d'entreprises qui vont prendre l'open source et qui vont te le simplifier, et c'est souvent là où il peut y avoir des amalgames. Alors, je dirais des amalgames qu'on ne connaît pas bien le milieu de la donnée, comme la différence entre Spark et Databricks. Spark, c'est un engine de transformation de données, plutôt de gros volume. Et Databricks, c'est une société qui, en fait, on va dire, industrialise et donc donc donne à disposition une plateforme de données pour utiliser Spark beaucoup plus facilement, parce que Spark, c'est quand même assez complexe. Donc, faire du Spark en tant que tel, la complexité, elle est de comprendre l'engine. Par contre, utiliser Databricks, la barrière est plus basse parce que justement ils ont simplifié le tout. Toujours est-il que souvent en data, rien n'est gratuit. Ça c'est le constat, et que quand quelque chose est open source, et on va dire que c'est quand même douloureux à apprendre. Voilà, ça c'est vraiment. Puis je le vois avec les gens que j'accompagne. C'est pas facile pour beaucoup de gens de voir déjà la différence entre un outil gratuit et un outil open source. Open source, t'as accès au code, tu peux contribuer, et puis gratuit, c'est, je sais pas, Google Doc ou tout outil Google où c'est gratuit sur une petite partie, puis t'as d'autres options qui peuvent être upgradées en payant. Et comme en data, on cherche à avoir de la valeur très vite. Parce que c'est stratégique, la data, on peut prendre des décisions. Les décideurs, ils vont pas se dire, on va attendre un an qu'une plateforme de données soit faite pour. Je pense qu'en plus, comme tu dis, de la valeur très vite. Mais pourquoi de la valeur très vite? Je pense qu'il y a aussi le coût est aussi cher parce qu'il faut stocker des volumes, voire des très gros volumes, avec souvent un process qui est parallèle à une production qui tourne, qui sert à un service qui a déjà été clairement identifié. Du coup, on veut faire de l'argent vite sur ça, mais en fait, c'est pas, je sais pas, c'est mon avis, mais je sais pas, qu'est-ce que tu. C'est pas évident parce que effectivement, les outils open source
sont quand même assez puissants, mais permettent pas d'avoir une vélocité de livraison. Donc, faut payer. Donc, il y a pas d'alternative gratuite où on va brancher des choses et ça va marcher. Ça, c'est vrai que c'était quasiment pas. Non, ouais. Par contre, il faut aller dans ce cas-là vers des SaaS où là, en théorie, c'est du plug and play, ce qui est pas du tout le cas, mais il y a quand même c'est beaucoup plus facile de mettre en place ces plateformes-là et ils vont prendre donc la partie open source et l'industrialiser pour faciliter justement la mise en place des plateformes de données. Et ça a un coût. Ça peut être surtout le compute, donc tout ce qui va être transformation de la donnée. C'est ça maintenant, c'est ça ce qui coûte cher et les éditeurs, que ce soit AWS, Snowflake, Databricks, etc., ils vont faire payer les entreprises au coût à la transformation de données. Et donc, il faut vraiment être stratégique dans la manière d'organiser toutes ces transformations de données pour pas payer trop cher. Ouais, parce que en plus, quoi, ce que tu viens de dire est intéressant. Bon, après, on digresse légèrement, mais Ouais. c'est que historiquement, je pense, dans la culture informatique un peu historique, on va dire, on a l'impression que les coûts, c'est le volume, quoi, en fait. Donc, on se dit, ah, je vais stocker 10 Tera, je sais pas. En fait, non, ça coûte, globalement, ça coûte presque rien. Alors, presque, je dis, parce que après, il y a le fait de la sortir, cette donnée, de là où elle est, etc. Ouais. Mais voilà, et du coup, le modèle s'est axé vers le compute. Assez logiquement aussi parce que c'est réellement ce qui coûte quand même de l'argent, mais du coup il y a le côté où les décideurs peuvent parfois avoir un œil simplement en regardant sur le volume de la donnée en se disant ah ouais, ça coûte pas cher en volume, mais occulte un petit peu le côté compute qui finalement le truc où ils font de la marge, c'est pas très dessus quoi. Et ouais, on comprend un peu ce modèle là, ouais, c'est clair. Et du coup, alors ouais, pour toi l'open source, est-ce que c'est quelque chose, alors j'imagine que oui, on est tous un petit peu pareil, mais qui a dynamisé le développement des outils en question. Et oui, et du coup, pour toi, est-ce que ça limite trop dynamisé ou parce que derrière voilà il y a des quoi, moi je sais que j'ai des choses un peu pas des a priori mais des idées un petit peu où je me dis bon, il y a ça a tellement favorisé certaines choses que du coup à suivre des fois c'est difficile peut-être. Ouais. Effectivement, toi, du coup ça a complètement explosé positivement, mais avec aussi un peu de négatif, le choix des outils, parce que en fait, on va avoir les grandes entreprises qui vont mettre à disposition certains outils. En data, ça, je vais pas dire que c'est fréquent, mais on a quand même historiquement, par exemple, Hadoop qui est un dérivé de ce qu'il y avait chez Google autour de 2006-2009. Puis il y a plein d'outils comme ça en fait qui ont été créés. Je parle de Airflow, qui vient de Airbnb. Voilà, des outils comme ça en fait qui ont été créés par des grosses boîtes qui ont été mises à disposition. Et après, à partir des outils mis à disposition, les entreprises en interne souvent créent leurs propres outils. Moi, quand je travaillais chez Ubisoft, on avait créé notre comme une surcouche de Airflow au-dessus de Airflow pour gérer justement toute la complexité et puis abstraire une certaine complexité d'Airflow, ce qui rendait en fait, ce qui facilitait l'utilisation de cet outil. Par contre, l'inconvénient, c'est que déjà, ça demande du temps de développement, d'abstraire de la complexité, donc ça demande des gens, puis après de la maintenance. Et puis, j'ai comme l'impression que la connaissance, elle avance en exponentielle. C'est-à-dire que à un moment T, on regarde, il y a, je sais pas, X fois 100, puis si on regarde 2 ans après, il y a X fois 1000. Tu vois, donc quand on a mis en place Airflow, et puis qu'on a mis 2 ans pour le bâtir, une couche, ça marchait. Sauf que 2 ans après, en fait, on se rend compte qu'il y a un outil qui fait la même chose beaucoup plus facilement et coûte 2 fois moins cher. Puis même 3-4 outils, donc pour faire un choix. Donc ça a du positif. Ça c'est les paliers de scaling qui existent d'ailleurs aussi en infra, bien sûr. C'est toute boîte startup qui progresse vit ça même plusieurs fois dans son cycle de vie quoi. Et pareil par rapport à ce que tu disais, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a aussi le côté c'est un jeu d'équilibre en fait entre le vouloir du mimétisme vis-à-vis des grosses boîtes qui ont développé ces outils-là et se dire tiens moi je vais faire aussi mon outil, etc., ou adopter ces pratiques des grosses boîtes, mais finalement en fait des fois faut pas faire quoi, c'est
des fois, c'est presque le mauvais exemple, quoi. En tout cas, faut s'en inspirer, trouver un peu d'inspiration, mais pas forcément chercher à mimer le truc exactement, Ouais. parce que c'est pas adapté à l'entreprise qu'on a. Je sais pas ce que t'en penses, toi, par rapport Ouais, à ça. ouais, je suis Tu l'as vécu? 100% d'accord. Par exemple, chez Facebook côté analytique, ils ont, je sais pas, ils ont allé 500 ou 600 personnes pour tout l'analytique. Ils ont, je sais pas, 100 personnes juste pour la plateforme. Donc en fait, ils peuvent se permettre de créer leurs propres outils parce qu'en fait, ils ont la workforce pour ça. Donc en fait, eux, ils peuvent se le permettre. Mais honnêtement, il y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui peuvent se le permettre, qui a le budget et qui a le temps pour le faire. Donc, faut pas tomber dans le piège de juste Ouais, copier-coller ce qui est fait dans les grosses boîtes, quoi. j'ai un peu le même genre d'anecdote où on m'avait demandé de sortir d'un moteur de base de données qui était déjà payant, mais qui passait à des paliers, on va dire, un peu plus chers, quoi. Et Ouais. on m'avait dit, bah voilà, regarde, nous, on veut pas payer si cher que ça, partir sur de l'open source, etc. Donc moi, je m'étais tourné vers Cassandra, que j'avais déjà pratiqué, mais sur des plus petites volumétries et surtout moins de vélocité en termes d'injection de données, etc. Et ça avait été assez marrant parce que j'avais pas les moyens j'avais pas des moyens énormes non plus, quoi, mais il me fallait des grosses performances, des performances de grosses boîtes, quoi, en fait. Parce que le Ouais. moteur de base de données qu'on avait avant, modulo les prix, était relativement correct, quoi, en fait. Et j'arrive sur le Cassandra, quoi, en fait. Et Mhm. là, je rencontre tout de suite des problématiques de cluster, d'opération, de maintenance sur le cluster, qui, Mhm. à faible niveau de performance, pose généralement pas trop de problèmes, les gens s'en aperçoivent même pas quasiment. Mhm. Puis quand on arrive à très haut niveau de performance, en fait, on détruit juste complètement la performance du cluster parce qu'on est en train de faire un backup, parce qu'on est en Ouais. train de faire des repairs, etc. Et du coup, là, je commence à regarder pas mal de tutos, quoi, pas de tutos, mais de vidéos, de confs. Et Mhm. bon, parmi les maîtres un petit peu en matière de Cassandra, il y a notamment Netflix qui revient très très Ouais. souvent, hein, avec son cluster, quoi, à l'époque, son cluster, je crois que c'était 4500 serveurs, un truc du genre, Ouais. équipe dédiée, tooling dédié, etc. Enfin, des gens pointus, et les confs, on le sentait. Et ils nous disaient, non, quoi, quand on regardait les confs, oui, non, nous, ça marche super bien, etc. Ouais. Alors oui, ça marche super bien modulo plusieurs choses. Première chose, c'est que déjà, d'une part, ils ont l'argent. Ouais. D'autre part, ils ont le nombre de serveurs qui est juste énorme, donc une distribution énorme qui fait que la perf qu'ils ont ramenée au nombre de serveurs n'a rien à voir avec la perf quand on a beaucoup moins de serveurs et Ouais. des perfs peut-être moindres, mais qui en proportion restent beaucoup plus élevés. Et puis troisième chose, c'est qu'ils ont des gens qui sont pointus et extrêmement spécialisés sur cet outil-là et Ouais. qui du coup connaissent les moindres rouages, etc. de l'outil, ce qui n'était pas mon cas bien sûr à l'époque. Et du coup, on peut pas mimer ces boîtes-là. On peut regarder, se dire ok c'est bien, mais en fait se dire et le premier réflexe qu'on avait eu quand pourquoi on a testé Cassandra, c'est qu'on s'est dit il y a Netflix qui a un truc là-dessus. Ouais, si c'est Mhm. Netflix, du coup c'est bon. Bah non, c'est pas parce que c'est Netflix ou c'est Tartampion, une super grosse boîte que c'est bon. Il faut que ça calque au modèle que l'on a et le modèle c'est pas juste techniquement, c'est budget, c'est compétences techniques, etc. Et ça c'est un truc, ouais, je pense un petit peu fondamental, quoi. Ouais. Et ouais, c'est clair. Ouais. Et ouais, sur l'open source, moi, sur l'évolution, je trouve, alors c'est pas lié qu'à l'open source, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est l'accélération des releases, en fait, de la plupart Ouais. des outils, quoi, en fait. Et j'avoue que côté infrastructure, en tout cas, c'est quelque chose qui est prenant et assez difficile, même s'il y a des outils aussi qui se sont développés sur la gestion de ces évolutions de versions, ça reste quelque chose qui est délicat à suivre quand on couvre un scope assez large de technologie, parce que ça bouge Ouais. tout le temps, quoi, en fait, de fait. Et le fail fast ou le fait de l'agilité de pousser un peu à son extrême où on pousse des choses même s'il y a des petits fixes à pousser après, le problème, c'est qu'il y a des boîtes, ça va pas poser de problème de repousser très régulièrement. Il y a d'autres boîtes, suivant les Ouais. architectures, etc., ça peut être délicat, quoi. Mais ouais, ça, c'est un peu Ouais. mon côté, chercher plutôt à modérer un peu ce côté, quoi. C'est vraiment très bien, mais en fait, je trouve que ça s'est vraiment très nettement accentué, quoi. Et du coup, Ouais, je parfois, suis d'accord. on peut avoir du mal à suivre le truc, quoi. Ouais. La preuve en est, hein, j'avais fait des tutos, je crois que c'était Cassandra à l'époque, pas Cassandra, Grafana à l'époque, Mhm. et j'avais tourné, moi je prépare, tu sais, à l'avance des séries de tutos, quoi, Ouais. et j'avais pas encore publié les tutos Grafana, c'était en cours de publication, j'avais une vingtaine, j'avais dû en publier que 5, et il Ouais. passe, je crois que c'était la version vraiment
Breaking Change, c'était la version 6, je crois, quoi, de 6 Ok. à 7 ou un truc du genre. Et là, ils changent de version et ça change, même l'interface graphique change complètement. Et là, j'avais pas publié mes trucs, je fais, tout est Ouais, obsolète. c'est douloureux quand c'est ça. Et c'est la seule fois où ça m'est arrivé sur la chaîne et là, j'ai fait, ah ouais, là, j'avais un peu loupé le Ouais, truc, c'est pas quoi. évident, hein. C'est pas évident parce qu'effectivement, moi je parle de Spark parce que je connais bien, et Databricks parce que c'est ma spécialité. Mais pareil, Databricks, ça fait peut-être 5 ans que je suis dessus et ça a tellement changé, surtout entre 2022 et 2024. Ils ont fait énormément de releases tous les mois. Il y avait allez, 10 à 20 new features par mois. Ah ouais. C'était vraiment difficile à suivre. Puis en 6 mois, la plateforme pouvait évoluer, que ce soit en termes d'esthétique, juste l'interface, ou en termes de features, des nouvelles features. Puis c'est pas évident souvent pour entre guillemets committer sur un choix d'archi ou même de programmation, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, comment l'outil va évoluer dans 3 ou 4 mois. Puis j'en parle souvent avec des gens qui ont le même quotidien et c'est pareil, on a du mal, en tout cas en data, à se dire, ok, si on commit là, est-ce que ça va pas nous poser problème dans 6 mois parce que l'outil a tellement évolué qu'on sait pas à quoi s'attendre. Ou même pour, par exemple, juste développer un outil en interne pour juste upgrader un peu les features d'un outil. Est-ce qu'on le développe en interne, mais ça se trouve dans 6 mois, l'éditeur l'aura Ouais. fait, quoi. Donc Ouais. c'est Ouais, c'est jamais pas facile. toujours évident de faire ce choix-là, ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, sur l'open source, il y a aussi le côté, quoi, c'est un sentiment que ça me donne. Et du coup, des fois, je me dis, mais comment on peut avoir même un modèle qui est plutôt sur modèle fermé? Parce que, selon moi, mais toi, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même un outil qui, le fait d'ouvrir le code permet de développer des outils annexes qui vont venir se plugger dessus. Et je pense qu'en data, encore presque plus Ouais. qu'ailleurs, quoi, parce que c'est quand même, voilà, sur des outils type ETL, etc. Enfin, ETL, c'est peut-être historique ETL maintenant, mais ouais, sur ces modèles-là, il y a besoin de savoir sur quoi on va se plugger. Et des modèles fermés, du Ouais. coup, comment tu peux élaborer quelque chose dessus? Toi, t'en penses quoi? Quoi, tu le vois Ouais. comment, toi? Ouais. Je dirais que historiquement, la data, c'était assez fermé, étrangement. En tout cas, quand j'ai commencé ma carrière autour de 2010-2012, en fait, j'étais sur des outils Microsoft. Donc, pour ceux qui connaissent SSIS, SSIS, des vieux outils. Puis c'est des outils qui sont plutôt no-code et j'ai commencé, enfin, no-code, low-code, et j'ai commencé comme ça. Puis à l'époque, début 2010, c'était le standard. Parce que on avait des petits volumes, des petites problématiques pour de la BI d'entreprise, donc tout ce qui est RH, finance, donc pas trop de complexité. Sauf qu'à partir de, je pense, 2012-2015, là, il y a eu une démocratisation du big data. Puis là, il fallait pouvoir avoir une granularité de suivi, se dire, ok, si je charge 100 000 lignes, c'est quoi le rythme du chargement? Si jamais j'ai un bug, c'est quoi le bug? Que je puisse aller faire mes recherches profondément. Sauf que les outils no-code, low-code, le problème, c'est que la plupart du temps, ils cachent un peu la misère. Et puis derrière, en fait, ils génèrent du XML un peu dégueu. Donc en fait, tu peux rien vraiment en faire en termes de debugging, c'est un peu compliqué, tu vois. Et donc, Ouais. et moi, enfin, un peu naturellement, je suis contre le no-code. Je sais pas que je suis contre, mais je trouve que c'est pas la meilleure option pour. Peut-être qu'on en parlera par la suite, mais pour croître facilement dans une carrière, ça donne pas Mm. la flexibilité de pouvoir s'adapter à différents outils. Mm. Et honnêtement, je trouve que ça permet pas justement de se connecter très facilement via une API tout simplement d'outil à un autre. Voilà. Même s'il y a Mm. certains outils no-code qui permettent de créer des connecteurs, mais c'est pas forcément le standard. Alors que quand on veut partager de la donnée, le but c'est quand même de la partager, de se connecter et puis de le faire assez rapidement entre différentes équipes. Donc voilà. Je suis allé un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment ce que je Non, non, pense. mais ouais, je vois un petit peu ce que tu veux dire et ouais, on peut le voir même dans d'autres domaines, hein, vraiment le côté, c'est un peu le côté service manager. Alors manager ou SaaS, plutôt SaaS aussi Ouais, également ça, qu'on c'est peut vrai. retrouver par exemple dans le monitoring. Ouais, Moi, je suis pas un gros convaincu, quoi. Je suis pas un gros convaincu. C'est pas ça. C'est à chaque cas d'usage, bien sûr, sont le meilleur des choix, quoi. C'est un truc qui est important, quoi. Mais par exemple, voilà, maintenant je découvre Datadog depuis quelques temps. ouais, Je suis un gros fan de tout ce qui est Victoria Metrics, de Grafana, de Prometheus, ouais, Thanos, enfin, des technos de ouais, monitoring vraiment que tu mets en place toi-même, quoi, pour le coup. Et
il y a du pour et du contre des deux côtés, hein, c'est un truc. Mais ce que je trouve bien quand on construit soi-même son monitoring ou son observabilité, parce qu'il y a les logs, tracing, machin, etc. C'est justement de s'intéresser et de changer le regard sur les applications métiers, par exemple, que l'on a, ou avoir une meilleure connaissance de son infrastructure, parce qu'on va se poser plus de questions de ce que l'on a. Et par exemple, en termes de volumétrie, peut-être que si on passe par un SaaS, on va pas se rendre compte qu'on a des volumes énormes de métriques qui sont générées par un endpoint, par exemple, ou un truc comme ça, quoi. Et si on le met en place soi-même, on va peut-être pas s'en rendre compte directement, mais par contre, le truc qui va nous faire s'en rendre compte, c'est que derrière, on va avoir une base de données qui va éclater, ou un truc qui va pas savoir récupérer les logs assez vite, etc. Et du coup, là, tu fais, ah ouais, non, mais quand même, du coup, là, ça te fait réfléchir, tu te dis, ah, mais est-ce que ça, c'est pas l'occasion de repenser un modèle, tu vois, et ouais, je trouve que faire soi-même, il y a quand même des intérêts, et ça permet de cultiver aussi, hein, un esprit d'entreprise de créativité, quoi, en fait. Non pas que le no-code n'est pas créatif, mais en profondeur, qu'on va dire, dans le background de l'entreprise en question. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important, quoi. Non, je suis vraiment d'accord d'avoir cet esprit critique sur les outils, les problématiques. Je trouve c'est clé, et je trouve que plus on avance dans une carrière, plus on doit avoir prendre cette hauteur et se dire ok, il y a un truc qui va péter dans 1 ou 2 mois parce que je vois que là actuellement on a un problème. Si on scale, ça risque de poser problème. Et là, c'est un peu, tu vois, le no-code pour moi. Bon, après, les gens ne le prendront pas mal, mais c'est un peu ça. C'est, j'écarte, je veux m'écarter d'une problématique qui est de créer moi-même ces choses-là, quoi, en fait, parce que je veux aller vite à un résultat, quoi, en fait. Et en fait, ces trucs-là, à un moment donné, ils te rattrapent, quoi. C'est que ton no-code, à un moment donné, si tu as besoin de performance, tu ne l'auras pas avec le no-code, ou tu le paieras, mais une fortune, quoi. Tu vas pas t'en rendre compte au début du tout. Mais par contre, le moment où tu vas t'en rendre compte, tu vas déjà avoir fait un tel pas que vouloir sortir de ce modèle-là, ça va peut-être être trop tard après, et t'es piégé, t'es pris dans le truc, et t'es obligé de continuer dedans, ou il faut vraiment complètement tourner la page, et ça va être très compliqué, quoi. Ça va être coûteux. C'est mon avis. Ça me fait penser que Micode, il a fait une vidéo dessus, justement, sur un gars qui a monté sa startup. Je sais plus c'était dans quel domaine, mais le mec, il avait fait une app mobile en no-code, low-code, et puis son app commençait à avoir du succès, sauf que comme c'est un modèle économique où plus tu crois en termes de clients, plus tu payes, son entreprise commençait à être pas rentable parce qu'il payait trop en termes d'éléments no-code. Donc voilà, il a dû reconstruire toute son application. Puis au final, moi comment je le vois, finalement, le no-code, c'est souvent pour des POC, en tout cas pour avoir un résultat rapide, et dire que on a une première base, et par la suite, pourquoi pas monter un truc plus solide s'il y en a besoin, quoi. En tout cas, je trouve moi, je le prendrais comme ça, quoi, exactement. C'est, je fais mon test, ma bêta, ou en tout cas, je teste l'entrée sur un marché, etc. Exactement. Et puis, une fois que j'ai validé le truc, là, j'embauche les personnes qui me permettent déjà de faire des pas plus techniques, et je commence déjà à élaborer quelque chose qui est prévu pour tenir la route, hein, parce que après, c'est pareil, quand on fait je vois souvent beaucoup de choses sur les SaaS. Alors, je vais pas cracher sur alors, je vais pas dire les gens parce que je connais pas trop les gens, je m'intéresse pas trop aux personnes, mais je vois souvent ce débat qui ressort sur LinkedIn notamment. Moi, je construis des SaaS tatati tatata, souvent basés sur du no-code ou du low-code. Le truc, c'est que quand on construit un SaaS, ce qui est hyper important, c'est la capacité à gérer le coût en mode vertical complètement, c'est-à-dire de ce que représente un client de SaaS et comment je vais l'instancier techniquement jusqu'à dans mon infrastructure. Et c'est là où est la boîte qui va faire beaucoup de thunes, ou la boîte qui va pas en faire du tout et qui sera jamais rentable, en fait, dans ce truc. Et on peut le voir dans les très grosses boîtes de SaaS américaines qui vivent par des levées de fonds. Leur modèle, en fait, même s'il est déjà pas trop mal pensé, mais en fait, le truc c'est pas qu'il est pas pensé, mais c'est qu'ils ont écarté cette problématique-là en se disant, de toute façon, on lève des fonds, et la rentabilité, on s'en fout pendant un bout de temps. On peut prendre des boîtes comme Snowflake, par exemple. Snowflake n'est absolument pas rentable, mais du tout. Ils creusent le trou chaque année. Alors, ils sont riches parce qu'ils ont levé des fonds en masse énormes, quoi. Mais derrière, on se pose la question, au moment où tu veux devenir rentable, et on parle du modèle fermé, là, on est en plein dans, par exemple, Snowflake.
que j'apprécie sur certains aspects. Le jour où ils vont dire nous on veut devenir rentable, les investisseurs ils disent ouais rends-moi mon argent. Ouais. Les gens qui vont être rentrés dedans parce qu'on est sur un modèle fermé avec des choses qui sont extrêmement intéressantes à forte plus-value pour les boîtes. Sortir de ce truc-là, ça sera très difficile. Mais par contre, eux, ils vont presser le citron et ça va être difficile, je pense. Mais Ouais. enfin, c'est mon avis. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis pour une entreprise, c'est pas évident une technologie comme Snowflake qui propose quand même des outils assez intéressants partie analytique, mais c'est un peu t'es un peu dans un nuage choyé en fait. T'as tout qui fonctionne, c'est quand même assez entre guillemets user friendly. Donc une fois que t'es dedans, ça peut être difficile si jamais t'as vraiment commit dedans en termes de technologie, quoi. Si ton équipe c'est ça, ouais. C'est comme les clouds, hein, dès que il y a des pas, tu sais que si tu commences ce qu'il faut c'est savoir, après, mais généralement tu le sais à peu près, ou si tu le sais pas, c'est dommage, mais que si tu fais ce pas-là en plus, la sortie elle sera difficile, quoi. Ça sera difficile. Les modèles serverless qui sont prônés, les modèles serverless sont très bien. Mais on commence à créer une adhérence plus forte, par exemple, ce genre de choses, et ça peut coûter beaucoup, quoi. Ça peut coûter très cher à la sortie, effectivement, c'est clair. Et alors sinon, du coup, open source, qui dit open source dit il y a what 1000 outils, il y a plein d'outils partout. Toi, comment tu procèdes? Moi, et on me pose la question, mais je vais pas dire 10 000 fois par jour, mais plusieurs fois, sur comment tu t'arrives à gérer la panoplie d'outils qui se créent, surtout en data. Et en data, c'est difficile. Moi, je parle plutôt de moteur base de données et tout ça, mais je trouve que ça foisonne aussi beaucoup et on s'en rend pas si compte que ça de l'extérieur, mais de l'intérieur, je pense qu'on doit bien s'en rendre compte. Et du coup, comment tu fais pour suivre ça? Est-ce que tu as une veille, une approche ou des filtres que tu essayes de te faire dans ta tête ou autrement? Je sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je suis inscrit à quelques newsletters. Je suis quelques personnes sur LinkedIn. Après, c'est vrai que de base, je suis quelqu'un de très Spark parce que ça fait près de 8 ans que j'en fais. Donc, c'est vrai que mon filtre, il est très Apache Spark et donc un peu par extension Databricks. Je m'informe quand même sur Snowflake, mais ça va être pas mal sur YouTube, des chaînes YouTube par rapport au data engineering, data analytique. Vraiment par rapport à ça, des newsletters. Je pense à Bleph, Christophe Blefary, qui a une newsletter intéressante. Mais ou sinon les release notes de certains outils que j'utilise. Vraiment, c'est brut, hein. C'est vraiment, je vais regarder les release notes et puis voir s'il y a des features qui sont intéressantes. Et puis aussi, un truc important pour comprendre ces release notes, c'est avoir des bonnes fondations en data. Moi, je suis data engineer. Donc, vraiment, c'est comprendre les éléments clés du data engineering. Si on est bon à SQL en Python, on comprend Git, on comprend le data modeling. Quand on va voir une release note Databricks ou Snowflake qui nous annonce une nouvelle feature pour réaliser des clés primaires, et je sais pas, il la nomme pas clé primaire, mais il la renomme feature key parce que c'est plus cool. On va regarder la doc et on va se rendre compte qu'en fait c'est une clé primaire parce qu'on sait ce que c'est une clé primaire. Ouais, du coup, toi, dans ta tête, c'est comme en cloud où on te parle de VPC d'un côté ou de machin d'un autre, tu vas te dire, ok, bon, ça, il l'appelle comme ça, mais finalement, le concept fondamental, c'est ce truc-là. Exactement. Quoi, Donc finalement, c'est pas évident. Non, mais vas-y, du coup, toi, tes points d'entrée, c'est de cette manière-là. C'est cette manière-là. C'est vraiment toujours. Je me base de ce que je connais. J'essaie d'agrandir le scope de ma connaissance en faisant des ponts. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les fondamentaux. C'est vraiment connaître ces fondamentaux parce que il y a tellement d'outils, puis il y a tellement de bases de données, puis il y a des trucs qui sont super intéressants. Par exemple, moi, j'adore le streaming. J'ai fait énormément de streaming ces dernières années. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font du streaming. Et puis, j'adore Flink, par exemple, Apache Flink. Genre, j'adorerais en faire. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en font. Et j'ai vu, c'est un autre moyen de s'informer, c'est regarder des conférences. Et j'ai vu qu'il y avait une conférence, c'était la Flink Forward sur YouTube. Et en fait, les Chinois sont très avancés en Flink en streaming. Parce qu'ils ont des problématiques liées à l'utilisation de la donnée en streaming. Et juste, en fait, je regarde des conférences faites par des entreprises, en fait. Et ça me permet de regarder un peu ce qu'ils font et juste faire ma veille aussi.
Ouais, moi j'avais un truc, alors c'est pas forcément une astuce, mais à l'époque justement où je parcourais un peu les moteurs de base de données avec mes petits chouchous et tout ça dedans là. Par exemple, je sais pas, le meilleur exemple c'était, je pense ClickHouse que j'avais à l'époque, qui me passionnait beaucoup quoi. Et en fait, du coup, j'étais pas forcément focus ClickHouse, et je me disais quel est l'environnement du truc. Et pour comprendre l'environnement du truc, en fait, assez souvent quand tu vas dans les moteurs de base de données ou les trucs type, alors peut-être pas ouais Kafka, mais tu vas retrouver en fait les interconnexions avec d'autres outils, quoi, en fait. Ouais. ClickHouse, par exemple, ClickHouse, ils te font quel type, quoi, ils te font même des espèces de tutos, enfin Hello World, avec des Ouais. connexions à d'autres outils, Vector, etc., quoi, Postgre, Kafka, etc. Et du coup, je faisais, tu sais, je prenais la liste comme ça, et je me disais, tiens, celui-là, je le connais, celui-là, je le connais, ah, celui-là, je le connais pas. Donc là, je vois Apache, je sais pas quoi, donc je tape Apache machin, hop, je retombe dessus, tu sais, et en mode comme ça, cascade, je note les noms. Et après, tu sais, je prenais le truc, je me disais, tiens, ça Ok. sert à quoi ce truc-là? Et puis je regardais, c'est vieux, c'est pas vieux. Le truc qui est vieux, je fais, ah, c'est pas forcément terrible dans Apache si c'est trop vieux, tu sais ça, et que le projet a pas trop d'adhérence et que ça va pas forcément marcher. Et puis bah, si c'est récent, ah ouais, c'est super intéressant. C'est là où j'ai découvert, je sais plus, Apache Pinot, un truc Ouais. comme ça, Ça me dit. qui Ouais. est un truc assez fifou là, d'ailleurs, super intéressant quoi. Et mais j'en ai trouvé plein des comme ça, même des projets Apache où dans la data, mais il y en a à foison, On a et plein. dont on n'a Ouais. pas du tout connaissance. Quoi, c'est très difficile de se retrouver dans la fondation Apache Ouais. sur la partie notamment data, parce qu'en fait, il y en a mais pléthore. Et c'est Ouais. comme ça que j'ai découvert ce mode-là un petit peu de recherche proactive. J'ai découvert des petits outils extrêmement sympathiques Intéressant. par ce biais-là, qu'en fait. Et pareil, j'ai utilisé Pulsar. Je vois que ça utilise Ouais. Bookkeeper, Zookeeper. Alors Zookeeper, je connaissais déjà. Je fais OK, bon ça, je vois ce que c'est. Bookkeeper, ah c'est quoi? OK, ça fait ça. Bookkeeper. Et après je vois, ah mais Bookkeeper en fait c'est utilisé par Foundation DB ou un truc comme ça. Hop, je fais, ah OK, bah tiens, je découvre le truc, tu vois. Enfin en mode un peu ramification. Bon, ça m'arrive pas des milliards de fois de faire ça, mais c'est des trucs que je m'amusais à faire de temps en temps, parce que je me disais bon, faut trouver. En fait, ce qui est difficile, c'est un peu comme un graphe, une base de données Ouais. orientée graphe, c'est-à-dire il faut traverser le graphe, il faut le parcourir en mode requête là, et il faut trouver un point d'entrée qui va t'amener vers des choses qui potentiellement peuvent être intéressantes. Et ça, c'était super, ouais, super pratique. Les docs, ou quoi, moi ce que j'aime bien dans les docs, et ce que je suis pas sûr qu'il y ait tant de gens que ça procèdent comme ça, c'est d'une part voir l'historique du projet dans la doc Ouais. elle-même, et voir quelles sont les boîtes qui l'utilisent, mais Ouais. avec des volumes, tu sais, des choses qui vont être parlantes en fait. Ça, c'est un truc aussi que j'aime bien retrouver. ClickHouse là, Victoria Metrics, etc. J'ai déjà montré sur la chaîne, mais c'est des trucs où tu sais que quand tu atteins des, tu sais, il y a un peu des chiffres un peu emblématiques ou des choses Ouais. où tu fais, ah ouais, là ça ne parle pas de la même chose, et c'est super intéressant de voir ça. Mais en même temps, ça te dit, ah, l'outil, il y a un truc qui fait qu'il fait pas comme les, quoi, Ouais. il Une fonctionne certaine différemment, quoi. maturité. Ouais. Et après, du coup, ça te permet de te dire, mais pourquoi il atteint ce tel niveau de performance, alors qu'il y a des trucs, ça fait 10 ans que ça existe ou 20 ans que ça existe, et ils ont pas réussi à le faire. Et là, tu commences à t'intéresser un petit peu plus, t'es après plutôt côté engine, quoi, en fait, Ouais. et te dire, et là, tu vas découvrir des concepts, tu sais, les approches complètement différentes. Là, ce matin, par exemple, j'ai lu un blog post Ouais. donc, qui a été édité par, et d'ailleurs, ils ont une très bonne approche dans leur rédaction de blog post, c'est Ouais. Victoria Metrics, quoi, qui est la boîte Ok. qui est novatrice sur novatrice, qui est sur le stockage des métriques en time series, quoi, en fait, Ouais. et avec un énorme niveau de compression et des performances assez folles. Et donc ils ont créé Victoria Logs, donc pour les logs Ouais. à côté. Et là, il y avait une comparaison, une analyse comparative entre, mais très succincte, entre Victoria Logs et Loki de Grafana. Ok. Et derrière, donc c'était le créateur de Victoria Log, qui est le fondateur de Victoria Metrics, qui fait des blog posts depuis toujours exceptionnels, même sur Ouais. Prometheus, etc. Et il reprenait les concepts de base, tu sais, de stocker des logs. Qu'est-ce que c'est que le stockage des logs? Et il t'expliquait qu'en fait, des logs, en fait, tu vas retrouver des patterns de logs. Et ce qui est intéressant, c'est de stocker, quand tu identifies ces patterns de logs, c'est que en data file, quand tu vas les stocker sur disque, tu vas les stocker au même endroit qu'en fait, de manière à créer une indexation, on va dire, un peu implicite des choses. Ok.
et pouvoir facilement les requêter parce que tu sais que ce pattern-là va se trouver à tel endroit, etc. Alors, je simplifie largement le truc. Et il dit, bah, ça, c'est quelque chose, par exemple, qui n'est pas fait chez Loki et qui a aussi une approche différente, hein, mais du coup, eux, ils expliquent, bah, du coup, c'est ce qui fait que eux arrivent à obtenir de la performance. Et tu vois que tu sais, c'est des, comment on va dire, c'est pas des breaking change, mais tu sais, des choses où tu casses la manière de réfléchir sur une problématique donnée qu'en fait Loki l'avait déjà fait avec avec Elasticsearch qui est le modèle historique pour le stockage des logs. Loki avait complètement cassé ce modèle-là en disant bah nous de toute façon l'indexation on s'en fout et c'est ce qui coûte vraiment beaucoup de thunes et on sait qu'on veut pas avoir cette approche-là. Et là t'as Victoria Logs qui arrive par au-dessus et qui casse complètement le truc. Et ça je trouve ça super intéressant de voir tu sais les moments où tu prends le virage. Enfin bref, je digresse. Non mais ça me fait penser. En data, on a eu l'équivalent il y a 4-5 ans avec tout ce qui va être principe lakehouse. Donc en fait, dans les années 80, 90, 2000, on a eu les data warehouse, très classique. Ouais, j'ai tenu un data warehouse. Donc très classique, on met les données, mais c'était plutôt des volumes plutôt moyens, genre maximum 10 millions. On peut avoir du 100 millions, mais les moteurs de base de données commencent à avoir de la difficulté. Donc là, on est passé à Non, vas-y. Non, je disais à l'époque, le hardware n'était pas le même en plus. Exactement. Tout ce qui était moteur derrière et tout ça, n'est pas du tout la même chose. On n'avait pas de distribution, pas de base de données distribuée, donc tout ça, c'était très difficile à gérer. Après, autour de 2010, il y a eu les data lake. Donc data lake, là, on va juste déverser de la donnée, on va essayer de l'organiser, mais on avait beaucoup de contraintes en termes d'organisation. Il y avait des choses très basiques qui n'existaient plus. Par exemple, dans un Hadoop à l'époque, on pouvait pas faire un update, donc tu peux pas faire de delete ni d'update. Donc c'est des opérations extrêmement simples que tu pouvais pas faire parce que comme on était sur des données distribuées, c'était plus compliqué d'updater. Ou pareil, on pouvait pas faire de primary key. Primary key explicite, donc juste incrémental 1, 2, 3, ça c'était pas possible, en tout cas très très difficile à faire sur des modèles de base de données distribuées avec des moteurs de transformation de données distribuées, c'est très difficile à faire. Et puis le lakehouse depuis 5-6 ans est arrivé, donc en fait c'est juste un paradigme d'organisation de fichiers de données. Voilà, on a des fichiers parquets et derrière on va mettre des métadatas qui vont nous permettre de suivre comment la donnée évolue dans une table. Et ça, c'était un game changer. Genre, mon quotidien a littéralement changé. Ça a été révolutionnaire. Et il y a beaucoup, je sais pas, en tout cas moi je le vois comme révolutionnaire parce que quand je travaillais chez Ubisoft, on gérait des données, genre des tables de 3-4 milliards de lignes et des fois, il fallait juste faire un update sur, je sais pas, 20 000 lignes. Et c'était très compliqué à faire. Donc, ça demandait des jours de travail pour juste faire un update. Alors que maintenant, avec le lakehouse, on le fait très rapide, très facilement. Et donc, pour ceux qui ont, je sais pas, 5 à 10 à 15 ans d'expérience et qui ont vécu de Hadoop à passer à un lakehouse, vraiment, en tout cas, je trouve que c'est devenu un plaisir maintenant de travailler sur de la donnée. Alors qu'à un moment, il y avait quand même pas mal de difficultés et je trouve ça c'est cool, quoi. Ça a vraiment été un changement de paradigme. C'est ça. Et du coup, je pense que ça doit refléter un peu ce que j'ai en tête tout de suite. Mais ce qui est intéressant après, c'est plus l'évolution des noms de technologies, mais plutôt les concepts eux-mêmes. Les concepts, exactement. Les core concepts du truc, quoi, qui changent le tout, qui sont super intéressants. Et alors, du coup, autre question, parce que vis-à-vis de tout ça, comment moi, j'ai une sorte de pratique un petit peu par rapport à ça, mais toi, comment tu t'essayes d'articuler le côté prospection, du coup, de pouvoir se tenir à jour, de découvrir de nouvelles technologies éventuellement, et puis la carrière, c'est-à-dire le quotidien du job, où t'es pas forcément sur ces technos-là, mais il faut faire le job quand même, et puis il faut aussi faire évoluer ces technos-là, et du coup, comment tu procèdes par rapport à ça, à gérer ce scope, quoi? Ouais. Alors, ça n'a pas été évident, mais je veux dire que j'ai eu de la chance parce que je suis en Amérique du Nord. Et on va dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent aller chercher des nouveaux outils et puis accoler ces outils à des problématiques business et puis donc créer des projets et gérer des problématiques business. Et donc, j'ai pu faire du streaming genre pendant plus de 2 ans. Et honnêtement, moi, j'ai adoré cette expérience. Ça m'a permis de vraiment comprendre profondément le streaming. J'avais fait un article il y a très longtemps sur
streaming un peu où justement j'avais fait un petit POC et ensuite on avait fait un article Medium. Et puis étrangement, enfin, ce qui était marrant, c'est que le manager qui m'a recruté à l'époque, il avait vu cet article, il m'a dit ah bah donc tu connais un peu le streaming, on va te recruter. Et donc moi, ça m'a permis de finalement vraiment d'aller vers enfin pas le futur, mais en tout cas un avenir assez proche de ce qui va se faire en data, c'est-à-dire réduire le temps de latence entre la génération de la donnée et l'affichage dans des dashboards ou même côté machine learning. Ouais, là, c'est Et le cœur en ce moment, on est en plein dedans, là, quoi. Je veux ouais, dire, là, c'est ce que les boîtes recherchent vraiment, quoi. Là, c'est ouais. un truc fort. Donc puis de voir en fait que certains outils étaient plus ou moins matures, ça m'a vraiment aidé en fait à joindre ma veille vraiment. Et puis moi, je voulais faire du streaming, donc quand j'ai eu cette opportunité, bah, j'ai saisi ça. Puis je sais pas si c'est, enfin, je pense que c'est nord-américain de les entreprises ont des budgets, ils veulent faire des trucs, ils disent bah on va lancer cette initiative, on va voir ce que ça donne, et puis si ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, on vire les gens ou juste le projet est fini ou voilà. Donc c'est un peu Ouais, je vois ça, le c'est vraiment truc, l'esprit ouais. c'est vraiment l'esprit nord-américain de se dire bah il y a du cash, il y a des projets, des envies, on fait des trucs. Et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas, c'est Bah, pas c'est un grave. peu pour moi, c'est un peu l'emblème de l'innovation, quoi. En fait, Ouais, c'est-à-dire, tu mets des moyens et tu fais quoi. Il y a quelque part, il y a une forme de pari, quoi, en fait. Mais tu sais que si ouais, tu fais ce pari-là, en fait, ça peut être qui tout double, quoi, vraiment, quoi, ouais, pour le coup. Et ils le font très consciemment, quoi. Que nous, là, bah, je prends en Europe, on est plus en mode innovation. Ok, mais on prend pas de risque, quoi, en fait. ouais, Et bah, si tu prends pas de risque, c'est comme en bourse ou c'est comme en finance en général. ouais, Si tu prends pas de risque, tu t'as pas de gain élevé ou t'as pas de ouais, perte élevée non plus, mais t'as pas de gain ouais, élevé, quoi. C'est un truc, ouais. c'est factuel, quoi. Ouais, Ça, c'est vraiment ça. Puis dans la culture nord-américaine du travail, alors moi je suis au Québec, hein, donc on est alors en plus là il y a vraiment une guerre entre les Canadiens et les Américains parce que les Américains là, en ce moment, c'est chaud, là. là c'est chaud. Donc les Canadiens c'est quand même bienveillant. Il y a quand même une envie de respect quoi qu'il se passe, et donc c'est quand même appréciable ça dans le monde du travail de se dire on prend des risques, c'est sûr que ça peut se terminer à tout moment, mais il y a pas on peut pas se faire virer du jour au lendemain parce qu'il y a une certaine protection sociale en fait aussi au Québec tout particulièrement. Donc ça c'est cool, ce qui permet en fait de travailler sur des projets innovants et de se dire Mm. bah j'y vais, je teste des trucs et puis on verra. Puis si ça marche Ouais. pas, soit je reste, soit je pars et puis voilà on verra. Et ça je trouve ça cool pour en tout cas moi ça a été pour ma carrière. Et quand je suis arrivé chez Ubisoft, c'était le cas en 2017. 2017 on mettait en place un cluster Hadoop. Voilà, on teste, on voit, et puis ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est tant pis. Puis ça, en tout cas, c'est comme ça que j'ai pu joindre le fait de faire de la veille et ensuite d'utiliser des outils que j'ai vus en veille pour tester par la suite. Bon, ça marche pas. Après, ça marche pas tout le temps. Ou par exemple, il y a des outils que je vois, j'aimerais bien tester, mais mon quotidien ne me le permet pas. Je pense à, par exemple, pour ceux qui font pas mal de Python, il y a Poetry qui permet de gérer les Ah, dépendances, ouais. Mm. ouais, qui permet de gérer les dépendances en Python parce que Python, ce qui est galère, c'est qu'il y a plein de dépendances. C'est un peu galère si on n'installe pas un environnement virtuel. Bref, c'est un peu une galère. Donc, il y a des outils qui permettent de réduire cette complexité. Donc, par exemple, Poetry. Puis, il y a il y a un outil assez récent qui s'appelle UV qui permet de faire un équivalent, mais de manière plus puissant, plus pratique. Je l'utilise dans mon quotidien quand je fais mes projets personnels, mais pour l'instant, dans mon professionnel, j'ai pas pu le tester juste parce que mon quotidien, il avance et je dois aussi livrer des choses. Ouais. Donc, forcément, on est Ouais, bien aussi sûr. limité par ça, quoi, pour devoir livrer, quoi. Ouais, ouais. Ouais, moi, Et c'est toi, toujours un peu ouais, c'est un peu la même ouais, approche, de ton c'est-à-dire côté, ouais. jongler entre des technos, tu sais, que j'ai vraiment envie d'apprendre et ou mettre en place. Tu vois, par exemple, typiquement, alors j'ai fait du Victoria Metrics en mode cluster, etc., mais je l'ai fait et je suis parti juste après, mais j'avais tout préparé et on n'a pas été complètement au bout des choses, quoi. Et tu vois, par exemple, bah, ça c'est une petite déception de pas transformer l'essai à la fin, quoi. Ouais. Mais il y a des technos comme ça et assez régulièrement, par contre, quoi, quand j'ai changé de job, je vais pas dire à chaque fois, mais quasiment, c'est que les moments où ça s'est le mieux passé, c'est là où je fitais le moins les Hmm. technologies sur lesquelles on me Ouais. recrutait, quoi, en fait. Et Ouais. ça, ça fait même presque partie de mes critères un petit peu de sélection d'entreprise, hormis quelques exceptions, mais qui n'ont pas été forcément les meilleures expériences. Mais euh, ça en dit beaucoup sur ces aspects-là, c'est-à-dire que une boîte qui te recrute déjà de son côté en sachant que tu ne matches pas les technologies
Mais quand je dis tu ne matches pas, c'est ouais, tu en as que 30% sur 70, mettons. Ouais. Et là, je parle en nom de technologie. Ça veut pas dire que du coup, tu n'as pas la brique technique en tête. Tu vois, un type de technologie en tech en tête. Tu vois, ma meilleure expérience, c'était quand j'ai bossé chez Weborama. Au recrutement, j'avais bricolé un peu de Kubernetes. J'avais fait un cluster Raspberry machin en Kubernetes, donc j'avais pas fait de prod quoi. En fait, c'est comme si, quoi, on va pas dire c'est comme si j'avais rien fait, mais presque. J'avais fait du Ansible, j'avais fait du Cassandra, j'avais fait du Postgre, et j'arrive, on me dit tu vas faire du Couchbase, du Kubernetes en version du monitoring en échelle super étendue, de la grosse perf et de l'Elasticsearch. Et du coup moi ça m'a branché parce que les gens étaient je passe l'entretien, et l'entretien en plus les questions n'étaient pas orientées sur les technologies spécifiquement comme ça, c'était de se dire trouver un moyen de discuter ensemble lors de l'entretien pour pouvoir échanger, voir un peu quelles sont tes approches quand tu as une problématique, quelque chose quoi. Est-ce que tu as les bases fondamentales dans mon métier c'est le système quoi en fait, c'est toutes bases fondamentales du truc quoi. Et puis après tu apprends, et c'est là où beaucoup de boîtes se trompent quoi. J'ai vu beaucoup c'est pas que les boîtes se trompent, c'est que les boîtes ne se rendent pas compte d'à côté de quoi ils passent. C'est qu'un bon process d'onboarding, et ça je l'ai vécu, ça te permet qu'une personne qui n'a pas ces compétences-là, mais qui en a d'autres, et tu le onboard vraiment bien, il devient très très vite opérationnel. Et moi, l'onboarding, c'était 1 heure par technologie avec un SRE différent. Donc du coup, en plus, tu as le côté, tu sais, tu prends contact avec les gens. Même une technologie que tu connais, on te faisait un cours sur la technologie, mais dans l'entreprise en question. Comme ça, tu t'adoptes un peu le truc. Et là, tu as une courbe de progression, mais assez énorme. Et quand le spectre de techno est super large en plus, déjà ça te rassure, et en plus là tu engranges encore plus de connaissances derrière. Et quand je suis passé manager dans cette boîte, j'ai gardé cet état d'esprit là, c'est-à-dire on a embauché quelqu'un, on faisait du Kubernetes, je vais pas dire full, mais en grande partie. La personne ne savait pas faire du Kubernetes mais voulait en faire, et par contre elle avait un mindset très très bon qui nous complétait très bien au niveau de l'équipe. Et moi j'ai fait, lui il nous faut quoi, tu vois, et ce qu'on a dit au niveau de l'équipe quoi. Et c'est un truc je trouve c'est quoi le mindset, souvent on a tendance un petit peu à il souffre un petit peu du côté marketing, on va dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont survendu ce caractère, ce truc-là, ce critère-là. Mais le vrai mindset, c'est-à-dire est vraiment crucial dans une équipe. C'est-à-dire, moi, je suis convaincu en plus de la capacité. Alors bon, j'ai été entraîneur en sport, etc. quand j'étais gamin et tout ça. Je suis convaincu qu'on est, même en sport, tu le vois tout de suite. Tu peux avoir des super individualités, ça fera pas une bonne équipe. C'est un truc que c'est réglé. Bon, on peut le voir avec le Paris Saint-Germain depuis des années. Les mecs qui crachent toute la thune qu'ils peuvent pour essayer de gagner une Coupe d'Europe ou je sais pas quoi là. Mais à la fin, ils ont toujours rien quoi. Mais c'est exactement ça. C'est typiquement ça, et c'est exactement la même chose d'un point de vue technique. Si tu peux mettre un champion du monde, le mec il va te faire une usine à gaz, il suffit qu'il se barre, il suffit qu'il tombe malade ou je sais pas quoi, personne ne peut reprendre derrière, tu mettras le truc, il partira à la poubelle, et puis on repartira de zéro quoi. C'est un truc, j'exagère un peu, mais et du coup voilà, moi mon approche c'est de se dire ce qui compte c'est avant tout capacité d'adaptation, curiosité et motivation quoi. Ça c'est un truc fondamental. Tout comme je trouve ça bien que t'aies parlé de mindset. Je trouve ça bien que t'aies parlé de mindset, parce que c'est super marketing, tu vois, mais genre, c'est essentiel, tu vois. Genre, carrément, bien je sûr. trouve, surtout en tech, genre, il y a tellement d'outils que on peut facilement se faire étouffer parce qu'en fait, on sait pas par quoi attaquer, on n'est pas assez confiant pour les entretiens. Et en fait, faut avoir un bon mindset, faut essayer de bien dormir, faut essayer d'avoir un bon entourage, c'est des choses dans le mindset, simples, le truc, un des trucs les plus intéressants que j'ai trouvé d'ailleurs dans la même boîte qui m'a recruté, et une de mes meilleures expériences de carrière, c'est que d'une part, les gens ne bossaient pas le soir comme des fous furieux. Alors non pas dans le cadre du travail, mais aussi en cadre de veille.
c'est-à-dire que c'était équilibré, c'est-à-dire les gens regardaient, suivaient un peu le truc, mais posé, tu vois, en mode senior, j'ai pas besoin de courir tous les trucs tout le temps et je me stresse pas avec ça, quoi, tu vois. Et jusqu'à un point, tu vois, c'est le manager, je me souviens, on était un vendredi soir, il était 17h ou 17h30, c'est le premier à nous avoir mis un message sur Slack en disant bon bah écoutez, moi c'est le week-end, hein, je m'en vais, ciao, faites ce que vous voulez si vous voulez, mais moi je m'en vais. Et j'avais trouvé ça bien. Pareil, une fois on était en petit incident, pas très grave, mais il était 18h. On était en train d'essayer de régler le truc. Lui, il nous aidait et puis il fait bah moi de toute façon ouais faut que j'y aille, hein, je vous laisse, vous allez vous en sortir. Et voilà. Mais tu sais pas, c'est vraiment le truc qui. Alors il y a la manière de le faire qui pourrait être dire purée il se fout de notre gueule quoi, tu vois, ou, il abuse quoi. Non là c'était vraiment il avait pesé le truc et tu sens c'est là où tu fais confiance après à la personne, c'est qu'il avait pesé le truc et en fonction de ce qu'il avait vu, de ce qu'il nous avait vu serein sur le truc etc. Il a vu que le truc était sous contrôle. Il a confiance dans ses gars, toi qui fait le truc, tu vois, et puis il dit bah s'il y a besoin vous me contactez, mais voilà je sais que ça va se régler quoi. Et ça c'est du mindset, c'est vraiment du mindset. Et le mindset c'est pas que du coup pas que les gens qui sont en bas, c'est aussi les managers etc. Ça compte terriblement, hein, c'est un truc qui pour moi est énorme, hein. Pour moi c'est surtout les managers, tu vois, c'est parce que c'est eux qui créent la culture, tu vois, c'est eux qui créent la culture d'équipe et qui vont favoriser ou non certains comportements. Et ouais c'est clé. Ouais c'est clé. Je trouve que c'est super important. Je trouve le manager pour en avoir déjà eu qui est le plus perturbant on va dire pour la mise en œuvre d'une équipe, c'est le manager qui justement favorise les individualismes, l'individualité plutôt. Et ça c'est c'est comme tu le ferais en foot, tu te dirais ouais lui c'est notre meilleur joueur et tu lui passais toujours la balle à ce joueur là, tu vois machin, ça ce serait une erreur en fait. Et non, enfin moi je crois beaucoup au collectif, mais moi aussi, généralement quoi. C'est un truc et je suis en plus convaincu que beaucoup de gens peuvent faire beaucoup de choses sous réserve qu'on leur explique bien les choses. Exactement. Il y a pas de et on a besoin de tout quoi. C'est-à-dire tu as besoin des champions du monde comme tu as besoin des personnes qui sont moins champions du monde mais que tu vas payer moins cher du coup, qui seront super rentables pour ta boîte si tu les formes bien comme il faut. Et c'est là où par exemple le comment les changements de profession, les changements pro etc., les reconversions pro et tout ça sont super intéressants pour les équipes, mais tout comme faut des ingénieurs qui sortent des écoles également, il faut de tout quoi. Et ça c'est super important, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Du coup, je pense que la réponse on l'a un petit peu. Est-ce qu'on peut se passer de l'open source ou est-ce qu'on peut faire une carrière sans? Je pense que dans notre métier, dans nos métiers, je pense c'est très difficile. Alors, il y a en data, il y a des outils d'éditeurs. Enfin, je pense, j'en ai un en tête, c'est Talent. C'est des outils un peu plus professionnels, un peu plus fermés, mais qui font de ce que je vois la job, je parle comme on parle au Québec, mais qui font le travail. Et c'est juste que je connais pas ces outils et je sais pas la capacité d'évolution qu'un profil qui est sur ces technologies a, s'il est uniquement spécialisé sur ces technologies. Maintenant, je connais pas la technologie, c'est un nom qui m'est venu en tête. Mais globalement, je pense que c'est difficile. Ne serait-ce que les langages de programmation, sont souvent en libre, donc c'est quand même assez obligatoire quand même. Ouais, nous on le voit par exemple en administration système, les gens qui ont fait du Windows, quand je dis qu'on fait du Windows, qui ont été centrés sur du Windows par exemple, serveur Windows, c'est souvent difficile pour passer sur d'autres choses à côté, parce que l'environnement est pas du tout le même. D'une part, sur Windows, assez souvent t'as l'interface graphique. Enfin bon, il y a tout un écosystème qui est construit autour de ça, quoi. Et du coup, changer, c'est comme si le métier était différent, quoi, en fait. Vraiment, moi, et l'inverse est vrai, hein, c'est-à-dire moi, une fois, je me suis retrouvé, j'avais pas capté, c'était il y a 6 ans, hein, je sortais de l'administration où je faisais déjà ce métier de sysadmin, et j'ai pas posé toutes les questions en entretien et moi on fait on cherche un sysadmin machin, je fais ok super, et puis le problème c'est que je suis arrivé, il y avait 40% du parc qui était sur Windows, et là je suis arrivé au début, mon collègue il me fait tu te connectes sur Windows, tu restartes le 2IS. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'était un autre monde. Un autre monde total.
Mais ouais, c'était rigolo, quoi. Et là, c'est là où j'ai fait, tu sais, sur le coup, j'ai mis un temps d'arrêt. J'ai dit, je suis désolé, j'ai jamais fait ça de ma vie, je connais rien. C'était énorme. Enfin, bref. Comme quoi, il y a aussi Yes. des spécialités. Bah, il y a des spécialités par OS, par Ouais, par complètement. techno, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est clair. On se fait encore une petite question. Ouais, On s'en fait une tiote. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? Open source versus cloud provider. Ouais, quelle ouais, stratégie adopter par rapport au vendor locking? Je pense que ça, c'est quand même un truc qui est hyper. Et là, quand on parle, ouais, stratégie, je pense qu'on peut ouais. couvrir large à l'heure actuelle avec la géopolitique. Ouais, je C'est pense, un sujet majeur du moment, je pense. je T'en pense penses c'est un quoi, toi, du coup? élément Comment tu clé. Ouais, penses? ouais. Enfin, c'est un élément clé parce que bah, déjà avec le climat politique actuellement, la majorité des outils, si c'est quasiment tous les outils, sont américains. Donc, que ce soit au Canada ou en Europe, il faut quand même avoir une stratégie je dirais, de repli. Et puis souvent, les gens pensent juste au stockage des données, donc la souveraineté des données. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, et d'ailleurs, un YouTuber qui avait fait une vidéo dessus il y a quelques jours, quelques semaines, ce que vend AWS, c'est pas juste du stockage. Ils vendent de l'applicatif, et en fait, c'est dans l'applicatif qu'ils sont forts, en fait. Ah ouais, complètement. Ah bah, Et totalement. là, en fait, C'est- quand on utilise, ne serait-ce qu'utiliser juste S3, quand on utilise S3, c'est pas juste déposer des fichiers ou Non, quelques ouais, tout à fait. autres Ouais. objets. Il y a derrière toute une stratégie de réplication. Il y a Hmm. plein de stratégies de logiciels derrière. Et en fait, bah, il faut se demander jusqu'à où on veut mettre son bras quand on rentre dans ce genre Hmm. d'outils. Alors S3, ça Ouais. va parce que c'est assez léger, mais en data, ça peut être du Snowflake, ça peut être du Databricks, ça peut être AWS, bref, la plupart des éditeurs, par exemple, je parle sur Databricks, on peut faire du Spark sur Databricks et ça marche très très bien, mais on peut aussi utiliser des fonctionnalités de Databricks. Et là, forcément, on tombe dans du lock-in. Là, on se dit, OK, j'utilise telle fonctionnalité, ça va me faire gagner du temps, mais ça va me lock-in pendant plusieurs années. Est-ce que ça vaut le coup? Donc, il y a toutes ces stratégies à réfléchir. Il y a pas de bonne réponse, mais je pense c'est une réflexion qu'il faut obligatoirement se poser, surtout en ce moment. Et puis, en termes de coût, ça coûte Hmm. cher. Ça a un coût. Complètement. Au début, on utilise des fonctionnalités d'éditeurs qui peuvent être basiques, mais ça a un coût sur le long terme. Si on veut sortir ou si l'outil ne fait plus l'affaire, ça a un coût de s'être trop lock-in dans ce genre d'outil. Ouais, moi je l'ai. Alors ça complète vraiment ce que tu dis, je pense. Moi je l'ai connu sur la performance, par exemple, tu sais, sur les databases, quoi, pour le coup, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, t'as ton data center, t'arrives du coup à gérer de la très forte performance à pas cher, quoi, en fait, quand t'as Mmh. ton data center. Le ticket d'entrée est cher, mais une fois que tu as géré ton ticket d'entrée, au contraire, après, tu fais de l'amortissement, etc., d'un point de vue comptable. Donc, du coup, tu peux vraiment rentabiliser ça très fortement et tu as de la performance à pas cher. Et à côté, Ouais. quand tu as du cloud, moi, j'ai eu la chance d'avoir même de gérer des infras, mixtes, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et quand tu as du cloud, en fait, bah, tu t'aperçois que ça, tu peux pas le faire dans le cloud. La performance, Ouais. tu l'as pas, sauf à coût extrêmement élevé, mais que Ouais. vraiment très, très, très cher. C'est x5, voire beaucoup plus, quoi. Et encore, t'as pas tout à fait ce que tu veux. Et du coup, comme t'as pas en plus ce que tu veux, alors tu vas payer, d'une part, tu risques de payer un peu cher, mais en plus, ça va t'obliger à revoir ton architecture de données proprement dite, Ouais. quoi. Ouais. C'est que tu vas pas pouvoir faire, par exemple, nous on faisait par exemple du temps réel sur des volumétries, des volumétries. C'est pas la volumétrie, c'est plutôt la vélocité, la capacité de ingérer de la donnée. La Ouais. volumétrie, après comme on la faisait tourner très vite, bon, la volumétrie restait, je sais pas, un péta. Enfin, c'était pas monstrueux par rapport à ce qu'on ingurgitait, mais par contre, on ingurgitait énormément de données et on en sortait beaucoup, Ok. quoi. Et du coup, tu t'arrives dans le cloud, tu dis bah ouais non mais alors en plus nous on était un peu temps réel, c'est-à-dire le truc tu l'avais dans comme tu disais tout à l'heure, c'est t'essayes dans les moins de 5 minutes avoir quelque chose direct pour Ouais. faire de l'analytics dessus, etc. Enfin des features super sympas, quoi. Et là t'arrives dans le cloud, on te vend je sais pas du BigQuery ou des choses comme ça, quoi. Et tu tombes, tu parles de temps réel, quoi, en fait.
Et en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps parce que en fait, nous, pour faire du 5 minutes, faut qu'on ait des bases de données parce que c'est des choses en cascade ou faut que tu tournes à la microseconde, quoi, en fait, ou on va dire centaines de microsecondes, quoi. Et du coup, tu te retrouves, t'arrives avec ces trucs-là où tu peux pas le faire, quoi, de toute façon. Et le moyen de le faire, c'est de casser complètement ton modèle et de te dire, bah non, en fait, je vais plus faire du temps réel, je vais faire du batch de la nuit ou je vais faire du truc comme ça. Snowflake, on en parlait tout à l'heure. Snowflake est un des meilleurs exemples où en fait, tu peux pas ingérer beaucoup de données en parallèle. Hein, c'est un truc, donc tu fais du batch, Enfin, moi c'est ce que j'ai connu, mais tu fais du batch. Du coup, ça t'oblige à changer ce modèle-là, ce qui est pas si mauvais que ça par ailleurs, hein, mais du coup, comme tu le changes et tu le changes avec les spécificités de l'outil en question au moment où tu fais ce changement-là, bah, tu vas le faire strictement, tu vas penser ton modèle strictement par rapport à là où tu vas arriver au moment où tu es en train de vouloir arriver quelque part, quoi. Et tu vas pas le faire en mode pure abstraction ok, non, si t'étais en pure abstraction, tu te dirais, bah, ok, moi, ce que je veux, c'est faire du batch. Et après, tu te dirais seulement en second rebond de dire, ok, bah c'est pour aller vers Snowflake, pour aller vers, je sais pas, ClickHouse Cloud ou machin. Et là, si tu le fais pas dans ces conditions-là et tu le fais en disant, ok, c'est pour aller vers Snowflake, bah tu vas rentrer forcément dans le modèle Snowflake et pour en sortir, bah tu vas y galérer. Et pour le cloud, c'est exactement la même chose, hein, complètement. Enfin, ça c'est mon avis, quoi. Voilà. Non, c'est vrai. Puis il y avait un YouTuber qui a fait une vidéo dessus, c'est Micode. Encore une fois, je trouve que Micode fait des vidéos de vulgarisation. À la fois, ça peut être très technique. Genre moi, j'adore. Mais en même temps, ça peut parler à tout le monde. Et il a invité. Je suis un éditeur de je sais pas. En tout cas, un Français qui gère une boîte de stockage, enfin d'infra, je te dirais même cloud français. Et ils avaient une discussion sur justement comment en fait réduire sa dépendance au cloud non européen. Et je trouve que c'est une discussion que moi je trouve en tout cas, enfin vu du Canada, parce qu'au Canada on a les mêmes enjeux, même pire parce qu'il y a beaucoup de dépendance avec les États-Unis. Moi je trouve que c'est super intéressant et c'est super complexe. Et surtout les Américains, pour avoir travaillé dans une boîte américaine, ils ont vraiment une très grosse culture du logiciel, du développement et alors qu'en France, comme d'habitude, on va s'arrêter aux études. Du genre, on va dire, ah, putain, un mec, il a fait des grandes études, on va le prendre. Genre, un Américain, en fait, le but, c'est de coder. C'est-à-dire, tu codes, on te prend, tu codes, tu fais des entretiens qui peuvent être difficiles, mais tu codes, tu rentres. On s'en fout que t'es ingénieur, tu contribues à ce qu'on veut avoir. Et donc, ils ont vraiment, moi, j'appelle ça, ils ont une culture de, juste, ils jettent des trucs sur le mur, ils voient ce qui accroche. Alors que en France, c'est genre on veut vraiment faire le truc parfait en mode ah là là, c'est magnifique, c'est trop beau, il faut le faire. Sauf que en informatique, ça marche pas, quoi. Donc non, c'est vrai, t'as raison. Et ouais, c'est un truc. Et ouais, pour parler, par rapport à la géostratégie, etc. à l'heure actuelle, c'est un truc de fou. Et c'est là où tu vois que c'est fort, c'est qu'en fait le modèle d'infrastructure qu'on veut adopté à l'heure actuelle nous est imposé, quoi, finalement, quoi. Nous est imposé par la démarche commerciale qu'a fait depuis des dizaines d'années les États-Unis. Et ils le font en informatique, mais ça fait plus de 100 ans qu'ils le font, presque 2 siècles qu'ils le font. Ils l'ont fait en agriculture, ils l'ont fait en aéronautique, dans le domaine de la voiture, automobile. Et là, en informatique, on est juste au balbutiement. C'est quand même un secteur qui est super jeune, hein, par rapport à d'autres. Et on est en train de vivre ce que les autres ont pris comme claque avant et de la même manière, hein. C'est strictement la même chose. Et c'est assez rigolo, c'est que nous on réagit toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on va lutter David contre Goliath et qu'on va prendre les mêmes arbres que Goliath. Et on va réussir à le battre sur son terrain de jeu, chez lui et machin, etc. Et ça, on l'a fait en agriculture, on a fait la même chose exactement. C'est vrai. Et avec les mêmes sous-jacents où les États-Unis ont la très bonne habitude, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est avec le modèle où je ne donne pas l'impression de faire quelque chose et je ne te fais pas payer les choses et t'as l'impression que je suis là tout gentil et je t'apporte des choses. Et ça, moi, je le vois, j'ai 2 angles où je regarde, tu vois, par exemple, les Kubernetes, etc. C'est génial. Effectivement, ça propose plein de choses. Mais par contre, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un tissu énorme de choses
tu prends un des objets, c'est comme si tu tirais une espèce de toile, alors avec des choses qui ne sont pas américaines, mais avec beaucoup de choses qui sont américaines, quoi. Ouais. Et sans ces choses-là, t'enlèves Kubernetes, Google GKE, quoi, ou GCP plutôt, même intégralement, hein, le cloud Google, il n'aurait pas du tout la même tronche qu'aujourd'hui, quoi. Hein. Clairement, il ne serait pas lancé de la même manière. Donc, je te donne à la communauté Kubernetes, oui, effectivement, mais est-ce que les coûts étaient calculés à l'avance? C'est des Américains, donc je pense que ils savent jouer au billard assez bien. Ouais. mais non, ouais, et ça, je trouve que ouais, côté européen, on n'est pas, mais on le voit à l'heure actuelle et les discours actuels sont très très intéressants. C'est que on a tendance à être trop gentil, c'est-à-dire qu'on considère pas que le commerce est une guerre. Et alors je dis pas qu'il faut aller défoncer les autres, mais ça en est une. Et en tout cas, la manière dont jouent les Américains et dont jouent d'autres pays, mais qui le jouent différemment à leur sauce également, c'est une guerre commerciale, hein, avec d'autres. On a connu les OMC avant, les choses comme ça. Et ouais, c'est hyper. C'est passionnant tout ça. Ouais, c'est passionnant. Cool. Bon, allez, on va s'arrêter pour aujourd'hui. On est pas mal là quand même. Ouais, on est pas mal. Alors, il y a encore plein de choses à dire, mais on est pas mal là. Ouais, on va en refaire d'autres. Je pense. On est bavard. Écoute, je te remercie beaucoup, Ulysse. Merci de m'avoir invité. Super agréable d'échanger avec toi. Allez voir la chaîne donc, du coup de Willis, Data from Scratch. Je vous invite vraiment à aller la voir. C'est une autre manière d'aborder les choses que sur la chaîne. Moi, je fais vraiment principalement des tutos, donc c'est intéressant pour apprendre des technos, mais c'est moins intéressant sur le côté stratégique, on va dire, d'un point de vue carrière, par exemple, de qu'est-ce qu'il faut apprendre, dans quel ordre faut apprendre les choses. Et par exemple, il y a des gens, je sais qu'ils adorent, on m'a déjà posé des questions sur comment améliorer le TJM, etc. Je sais que tu parles beaucoup aussi sur ces aspects de carrière, essayer de driver au mieux la carrière, etc. Parce que c'est un truc qui est super important. Hein. C'est bosser, c'est bien, mais il faut quand même aussi bosser pour quelque chose et capitaliser sur sa carrière. C'est un capital. Hein. La connaissance est un capital. Le parcours de la carrière en est un également. Et je trouve que les vidéos que j'avais vues m'avaient bien convaincu sur ces aspects-là. C'était vraiment sympa. Merci. Merci à toi. Et puis ciao. Et à bientôt. Ciao. Bye.